Maegovanen Melinnin, et bienvenue sur Rolliphonique. Rolliphonique, c'est un actual play, autrement dit des parties de jeux de rôle enregistrées par des rôlistes qui sont en l'occurrence aussi comédiennes professionnelles ou amatrices. Ici, pas d'image, nous ne captons que le son, parce qu'en vrai, nous pensons que ça permet une immersion encore plus profonde dans la fiction. Dans cette idée d'ailleurs, nous montons nos épisodes, ajoutons musiques et ambiances, afin que le résultat final ressemble le plus possible à un feuilleton radio. C'est pour ça que vous n'entendrez que très peu les joueuses, mais presque exclusivement les personnages et la narration. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Nous ne trichons pas avec le jeu. Nous ne nous arrangeons pas avec les résultats des jets de dés et rien n'est scripté à l'avance. Parfois, nous refaisons certaines répliques où il y a eu des bafouillis, des problèmes de son, un jeu pas top ou une formulation pas claire. On change rien au sens, on fait juste en sorte que ça sonne le mieux possible. Alors calez-vous confortablement, avec un casque c'est encore mieux, fermez les yeux si vous pouvez, et laissez l'écran de l'imagination créer les images du film. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish. Hi everybody et bienvenue dans ce 6e épisode de No More Mr. Nice Guy, la 2e saison du feuilleton Rolliphonique. Nos 3 joueurs et joueuses sont là. Jeanne, tout va bien ? Tout va bien. Aurélien, c'est bon ? Oui. Et Mathieu, ça va ? Toujours. Et en face de moi, Ambre, Marilou, c'est la pêche, faites des signes qu'on vous entende bien. Voilà, on vous a bien entendu. No More Mr. Nice Guy, épisode 6, c'est parti. No More Mr. Nice Guy est une émission qui se déroule dans un univers noir que nous essayons de retranscrire au mieux. C'est pourquoi, dans le cadre de la fiction, vous entendrez des propos sexistes, racistes ou homophobes qui sont partie intégrante de l'histoire mais ne reflètent en rien les opinions des comédiens et de l'équipe de l'émission. Arborien, ici Michael McGuffin, votre présentateur préféré de The Arbor's Voice. La semaine prochaine, dans notre émission, j'aurai un invité exclusif, un homme qui prétend être l'unique survivant du massacre du Gate et qui prétend avoir des révélations extraordinaires à donner sur les fameux ouvreurs. Ne manquez pas, la semaine prochaine, The Arbor's Voice, présenté par Michael McGuffin. Chapter 6. Flashbacks. Et tandis que s'enchaîne après cette bande-annonce un petit morceau d'un big band bien connu, vous éteignez la radio. La pluie continue à frapper les carreaux de l'appartement miteux que vous occupez maintenant à Forbidden City. Et vous venez d'apprendre cette nouvelle. Chers amis, que faites-vous ? Je pense que nous avons mis le doigt dans un engrenage et on peut plus trop l'enlever maintenant. Il va falloir que je me renseigne sur qu'est-ce qu'on a ouvert au final. Parce que je comprends plus. Tu crois que ça nous permettrait de nous sortir de cette mauvaise passe ? Je sais pas, mais au moins je serai fixé. Au moins, il y a une chose qu'on saurait, ce serait pas mal. La question, c'est qui est le premier à nous avoir donné ce surnom ? Mais pourquoi on nous a donné ce surnom ? Et là, j'ai un flashback. Effectivement, everybody. Dans Hollywood, tous les personnages, en bons héros de film, peuvent une fois par scénario avoir un flashback qui leur permettra de se souvenir de quelque chose d'important pour la suite de l'histoire. Declan ? Nous sommes en 1944, ça fait maintenant 2 ans que nous sommes dans la prison de Santa Esperanza, et lors d'une promenade, j'entends derrière moi c'est un des ouvreurs, là il y a l'autre, c'est les ouvreurs. Alors, je me retourne et je vois un séraphin qui a l'air plutôt mal en point, et je vais vers lui et je lui demande mais j'ai rien ouvert moi, qu'est-ce qu'on a ouvert ? Oh, c'est tellement un honneur de vous parler. Comment ça, un honneur ? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour que tu nous appelles les ouvreurs ? Mais nous tous, c'est comme ça qu'on vous appelle. C'est grâce à vous que la porte du dédale s'est ouverte et que nous pouvons
être sur Terre maintenant? Mais c'est pas cohérent, ça correspond pas au niveau des dates. Moi, j'aime bien quand c'est bien carré, et là, il y a quand même Ou alors, elle est vachement longue à s'ouvrir, votre porte. Ben, je sais pas, c'est ce que tout le monde raconte en tout cas. Enfin, c'est ce que le premier réfugié raconte. Le premier réfugié? Ben, le premier qui est sorti. Celui qui a vu que la porte était ouverte et qui a appelé tout le monde d'une certaine manière. Il est sorti et il a raconté que c'était vous qui aviez ouvert la porte. Ensuite, pour les dates, un de vos scientifiques, de ce que j'ai compris, a pu découvrir récemment que le temps était relatif. Eh bien, disons que par rapport à notre monde, il est très relatif. Donc c'est nous qui avons ouvert les portes. En tout cas, c'est ce que le premier nous a dit. Mais est-ce que tu connaîtrais des gens ici qui pourraient m'en dire plus? Est-ce que tu connaîtrais le premier réfugié par hasard? Non, mais tout le monde sait que c'est un golem. Et qu'il a pris des risques en sortant. Il paraît qu'il y a perdu une jambe. Un golem unijambiste? Faut qu'on retourne chez Herman. Je pense que lui, il sait des choses. Sherman. Mais vous vous souvenez bien, le soir de la mort de Sue, on est rentré dans un bar, il y a un golem... Ah ouais, il boitait et il était sympa. Oui, mais je pense qu'il en sait beaucoup plus que ce qu'il nous a dit. En même temps, on n'a pas écouté grand-chose ce soir-là. Et il en sait un peu plus sur quoi? Sur ce qu'on a ouvert. Bon, bah on y va. En même temps, c'est pas loin. Vous vous rendez donc dans ce bar que vous aviez trouvé un peu par hasard le soir de la mort de votre ami, ce qui, une fois de plus, vous rapproche de ce fameux Hell's Gate où toutes vos aventures ont quelque part démarré. Et vous trouvez la devanture du bar avec un panneau fermé définitivement. Je regarde un peu autour, voir s'il n'y a pas une lumière à l'intérieur, si on peut pas voir à travers les fenêtres. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même de l'occupation? Alors, derrière, oui, alors, c'est un peu... on a peint la vitrine afin de boucher. C'est pas un lave-vite. En plus, comme je me rappelle, il pleut quand même à verse. Il y a des coulures un peu ici et là. Dedans, tu vous reconnais l'intérieur du bar, c'est juste vide. Tu ne vois pas de lumière. On est encore en journée là, hein, vous êtes en fin d'après-midi. Il n'y a pas grand monde dans les rues. On est en week-end certes, mais la pluie empêche un peu les gens de sortir. Est-ce qu'il y a d'autres bars autour? Pas immédiatement à proximité, mais comme dans n'importe quel point de Haven Harbor, vous n'aurez pas à marcher plus d'un bloc pour en trouver un autre. Je pars en direction du bar le plus proche. Très bien. Tu trouves sans difficulté un autre bar. Je m'approche du comptoir, je m'adresse au serveur. Bonjour monsieur. Madame, Excusez-moi, est-ce que c'est moi. Vous êtes accompagné? vous m'avez suivi? Absolument pas. Bien sûr, je me retourne. Et tu constates le vide derrière toi. Tu es absolument seul dans ce bar qui est désert au par ailleurs. Et le serveur te regarde d'un air désapprobateur. Nous ne servons pas les femmes non accompagnées ici. Je ne suis pas là pour boire un verre, je viens juste vous demander un renseignement. Je suis désolée, je suis un peu perdue. Je cherche mon ami Herman, il avait un bar juste à côté et il semblerait que le bar soit fermé. Vous connaissez? Oui, vous connaissez Herman. Oui, je connais Herman. Une femme seule, fréquentant des bars, qui connaît Herman. Inconvenant. Je suis officiellement serveuse, monsieur. Ça prouve juste que vous n'êtes pas une femme de bonne vie. Si vous voulez. Bref, vous avez des infos par rapport à Herman? Vous savez pas si parce on devait se rencontrer et Écoutez, nous sommes peut-être dans un quartier un peu étrange de la ville, mais ici c'est un vrai quartier, c'est un vrai bar américain tenu par des Américains, c'est-à-dire par des humains, et nous ne fréquentons je pas... me penche par-dessus le comptoir, je le chope par le col et je lui dis bon maintenant Coco, tu vas m'écouter. Donc ça fait agrgo quand tu lui tires la cravate. J'ai été poli. Tu vas l'être aussi, tu vas répondre à mes questions. Il va falloir que tu me fasses un petit jet. C'est neutre. Alors il a essayé de t'intimider aussi, mais intimider quelqu'un quand son nœud de cravate t'étrangle et qu'on est aux trois quarts penché sur son propre comptoir, c'est dur. Donc il s'écrase comme un... Presque tu entends comme un bruit de verre dans sa tête, de sa dignité qui explose. Et il y a eu une descente de flics il y a pas longtemps, mais on sait pas pourquoi ils voulaient trouver Herman, mais Herman est parti. On dit qu'il se planque ailleurs dans la Forbidden, mais les cornus veulent pas en parler. Est-ce que tu sais qui pourrait me renseigner?
Oh bah je sais pas, pour moi tous les cornus ressemblent. T'es sûr que tous les cornus ressemblent? Qui peut me renseigner? Bah disons que j'arrive à reconnaître un golem d'une succube, ça c'est sûr, mais entre deux golems, bon à part Herman, parce que du coup il boite. Il y a un autre, il y a un autre bar de cornus. Il est sur la 5e. Vous tournez à gauche, vous marchez 2 blocs et vous trouverez. Je vais m'en aller. Et sache que si je reviens un jour... Ah bah les boissons seront offertes. Merci. Au revoir, bonne journée. Je le lâche et je m'en vais. Il s'effondre derrière le comptoir. Qu'avez-vous fait les 2 autres pendant ce temps, parce que vous êtes dehors sous la pluie? Bon, Declan, on fait quoi maintenant? Et Lou? Bah, Declan, elle est où? Je sais pas. Peut-être elle est passée par derrière. Non, je te jure. Bah, je fais derrière, du coup. Je suis Tom. Derrière chez Herman? Oui. Derrière chez Herman, tu tombes. Ben, bon, comme dans beaucoup de bars, il y a une espèce de petite impasse derrière qui sert à sortie de secours, on jette les poubelles. Et parmi les ordures, il y a un séraphin qui est très manifestement en pleine descente d'un truc qu'il s'est ingéré dans le bras ou dans le nez ou les deux, et qui ne se rend même pas compte qu'il est sous la pluie au milieu des poubelles. Excusez-moi, monsieur. Monsieur? Je pense que la discussion va être compliquée, Declan. Ah, il suffit juste qu'on le remette bien sur pied. Ouais, bah, je te laisse y toucher. Il te parle dans une langue que tu ne reconnais pas, ça a l'air slave. Et excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez pourquoi le bar est fermé? Il te répond dans une langue que tu ne reconnais pas, ça a l'air asiatique. Je lui parle donc dans les rudiments de gaélique que j'ai pu ramasser pour lui demander pourquoi le bar est fermé. Dans la main et un... Anglais. Vous parlez anglais? Oui. Le bar, Herman. Oh, Herman. Une descente de flics hier. Avant-hier, 3 jours. Il y a une descente de flics. C'était il y a 3 fixes. Oui, ça peut être 3 jours comme 20 minutes. Hein. Je penche un peu sur les minutes, là. J'essaie de voir si la porte de derrière est ouverte. Non, mais elle est pas scellée ou quoi que ce soit. Je fous un coup de pied dedans. Elle éclate sans aucun souci. Bah déjà, on sera à l'abri. Vous voulez rentrer, monsieur? Pourquoi on est au fond d'une piscine? Rentrez. Bon, maintenant, monsieur, il va falloir essayer de revenir avec nous et de nous expliquer où sont passés les gens qui étaient dans le bar. Et alors, attendez, si t'es venu au bar. Ich bin dans la salle. Ante. Je crois que si la redescente, ça lui fait pas du bien. Essaie de lui remettre un truc dans le nez, peut-être que ça lui ira l'effet inverse. Moi, j'ai pas ce genre de choses, moi. Je vais au bar et je prends de l'alcool. Tu en trouves? Je lui renverse dans le gosier au séraphin. Ah non. Je savais pas que c'est mauvais pour la santé. Bah voilà, il est réveillé maintenant. Oh, dégueulasse. Bon, est-ce que vous savez où est passé Herman? Ah oui, alors attendez. J'étais venu me réfugier ici parce qu'Herman, il me ramène toujours quand... Enfin, je peux aller chez lui quand ça va vraiment mal et que je sais pas où dormir. Ok, je rentre chez Herman. Là. Oui, c'est ça. Des sirènes de police et une descente. Les années de la prohibition. Bon, j'ai pas connu, mais il paraît que c'était comme ça. Ils arrivent, ils crient partout, où est Herman, où est Herman. Là, la clientèle, elle fonce sur la police pour la repousser dehors. Et Herman, du coup, sort par derrière. Les policiers, ils s'attendaient pas qu'ils avaient pas prévu de couvrir la sortie. Herman, il est parti à la planque. Et où ce planque? Herman, il applique une politique de non-confiance aux drogués. Qui sait où se trouve la planque? Son avocat, c'est un séraphin comme moi. Il a son cabinet presque à la frontière avec Chinatown. Restez à l'abri ici. D'accord. Vous croyez qu'il va s'en sortir, Herman? C'est un peu notre papa, hein?
Bon, maintenant, elle est où, Lou? Lou? Elle est pas dans le bar. On l'aurait fait rentrer. On sort. Je ressors et je fais le tour en criant Vous Lou. retombez les uns sur les autres, évidemment, un moment dans la rue, trempés comme des souches. Vous avez tourné dans le quartier, les uns et les autres, mais vous n'êtes pas trop éloignés. Ah ouais, Lou! Bah, elle fait pas des trucs comme ça. Je suis partie chercher des infos, d'ailleurs j'en ai eu les gars, il y a eu une descente de police. Oui, il y a Oui, 2 on ou sait. 3 jours. Oui. Ah mais vous avez eu des infos aussi? Oui. Et du coup vous savez où est-ce qu'il est? Oui. Oui. Enfin, on sait. Il est à la planque. Voilà. Et elle est où la planque? Voilà. Voilà. Mais on connaît quelqu'un qui sait où est la planque. Ok, bon bah on y va, Ah oui, mais il y a un petit problème, c'est que. Faudra retourner encore chez un avocat. Il est à quel étage? Non, mais c'est pas le même. Non, oui, c'est pas le même du tout. Ah bon bah on y va. Me feriez-vous un petit jet? C'est une défaite intégrale. C'est neutre. C'est neutre. Vous croisez une voiture de police, une belle voiture bleue, hein, en patrouille. Je regarde le mur, histoire de pas faire coucou à la voiture. Mais... Vous arrivez chez l'avocat. Il n'y a pas de... Enfin, vous pouvez entrer sans problème. Hein. C'est pas un cabinet qui a l'air d'être d'un grand luxe, comme le dernier cabinet que vous avez fréquenté. C'est plutôt une espèce, entre guillemets, d'avocat de quartier, comme vous pouvez en trouver notamment dans les quartiers défavorisés. La porte d'entrée, c'est une porte classique, comme vous en avez vu dans des tas de films noirs, avec la petite vitre teintée. Et lorsque vous frappez, on vous dit d'entrer immédiatement. On entre. Et vous tombez donc sur un Séraphin qui est derrière un bureau. Il a l'air d'être fatigué. Il vous regarde même pas et il continue à scribouiller sur son bureau. Vas-y, allez-y, prenez des chaises, j'en ai pour 1 minute et vous me direz ensuite qu'est-ce qui vous amène ici. On cherche Herman. Le scribouillage s'arrête immédiatement et il lève les yeux. Bonjour maître. Ah, vous ici. Vous nous connaissez? Bien sûr, qu'on vous connaît, monsieur Diclan. Prenez place. Je vous sers quelque chose. Des renseignements. Voilà ce que vous pouvez nous servir. Oui, très bien. Sloan, maître Sloan. Ouais, vous venez pour Herman, je suppose? Oui. Puis-je m'enquérir de vos intentions à son sujet? Ah ben, elles sont bonnes, on veut juste discuter avec lui. Permettez de poser la question, mais ces derniers temps, partout où vous passez, les cadavres pleuvent, au sens littéral. Alors, ne m'en veuillez pas d'avoir une petite prudence de base. Vous craignez rien, vous êtes au rez-de-chaussée. Nos intentions envers Herman ne sont absolument pas agressives. Herman a été d'une grande aide et il semblerait qu'il ait des informations qui puissent nous aider. Manifestement, parce que vous doutez bien que sa situation est sans doute liée à la vôtre. Oui, du coup, justement, on aimerait pouvoir le voir et éventuellement voir si on peut l'aider. Et puis surtout éclaircir un petit peu la situation. Oui, je vois. Vous avez été suivi? On vous a vu arriver ici? Pas à ce qu'on sache. Pour votre survie dans les prochaines heures et jours, je vous conseille d'être un peu plus certain de vous sur le pas à ce qu'on sache et avez-vous été suivi? Puis-je vous rappeler que vous êtes recherché à la fois par le NYPD, les sicaires personnels de feu Monsieur Murphy, ainsi que par une bonne partie des familles italiennes de Little Italy? Et qu'aucune de ces factions ne vous veut particulièrement de bien. Mais on n'a jamais tué de cornu. Et si je vous parle d'une certaine Ophélia, vous me dites quoi? C'était sur ordre de Monsieur Clé. Vous auriez désobéi, vous? Vous savez, je suis dans une branche où l'on ne juge pas les impératifs moraux des uns et des autres. Parfait, du coup, vous allez vous dire où se trouve la planque d'Herman. Non. Par contre, je peux peut-être arranger un rendez-vous. Mais c'est exactement ce qu'on veut. Bien. Il griffonne sur un papier.
Rendez-vous à cette adresse demain vers 22h. Et contentez-vous de plus qu'un a priori on n'est pas suivi avant de vous y rendre. Et je verrai si on pourra fixer un rendez-vous. Excusez-moi, on vous connaît pas. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir confiance en vous et que vous m'aidez pas Excusez-moi, moi je connais vos faits d'armes. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous avez le luxe de croire que je ne vais pas prendre de précautions ? Alors attention, parce qu'en général, quand les gens commencent à lui parler comme ça, après il peut s'énerver. Vous avez peu d'amis. Vous n'avez pas le luxe de leur casser la gueule. Si vous pensez que vous vous en sortirez en vous mettant les rares personnes qui peuvent encore avoir des avis positifs sur vous à dos, libre à vous. parce que vous avez un avis positif sur nous. Ce n'est pas le mien qui compte, c'est celui d'Herman. T'inquiète pas, Tom. Tout va bien se passer, on va faire comme le monsieur a dit, et tout va bien se passer. Allez, on pense positif. Je prends le petit bout de papier. C'est une adresse qui se situe à Mulberry Hills. Mulberry Hills, c'est au nord de Haven Harbor, près de l'intérieur des côtes, et c'est un quartier chic. C'est là que les grandes familles, par exemple, Monsieur Kelly y a sa maison, ainsi que les parents de Lou, effectivement. L'adresse est celle d'un petit restaurant, petit mais chic, chez Étienne. C'est effectivement écrit en français sur la carte. Pour quand est le rendez-vous ? Demain, 22h. Eh bien, merci, nous allons nous mettre en quête de vêtements appropriés pour ce lieu. Et faites profil bas d'ici là, si c'est dans la mesure du possible pour vous. Oui, monsieur. Maître, Oui, maître. merci. Vous sortez de Rechef ? J'ai un petit peu marre de battre le pavé, moi, si on prenait un taxi. On peut. Et on rentre à la maison ? Oui, t'es le meilleur aidé. Ah non. Ah bah voilà. Arrêter un taxi vous prend un peu de temps, mais vous y arrivez sans aucun problème. Vous lui donnez votre adresse ? On donne 2 rues à côté. Le taxi vous ramène en direction de la Forbidden City. C'est un immigré allemand, manifestement, avec un accent à couper au couteau. Bah oui, on est en 49, il y a des immigrés allemands. Qui vous raconte en gros sa vie, ses déboires avec sa femme, que les Américaines elles sont bizarres, et ainsi de suite. Vous savez, j'aime beaucoup ma Fräulein. Elle est un peu tout le temps sur mon dos, mais sur meine Backe, comme je dis. Mais J'acquiesce et j'entretiens la Fräulein. conversation, Elle le fait badinage beaucoup de classique. badinage. Elle est délicieusement ennuyeuse, ça vous fait un bien fou. Tandis que vous roulez, vous croisez quand même plusieurs voitures de police en patrouille qui tournent dans le quartier que vous venez de quitter. Et donc pendant ce trajet délicieusement ennuyeux avec votre taxi, nous allons faire une petite pause et écouter la première rubrique de cet épisode. Hi everybody! Cette fois encore, je vous emmène loin de Haven Harbor pour parler un peu des cultures de l'imaginaire et de leurs fonctions. Pour ça, je vais reprendre une thèse développée par J.R.R. Tolkien, ou Tolkien pour les anglicistes, afin d'expliquer à quoi servent les contes de fées. Et c'est une chose que, je crois, on peut appliquer à toutes les cultures de l'imaginaire. La première de ces fonctions, selon Tolkien, c'est le recouvrement. Pour comprendre de quoi il s'agit, imagine-toi, ami, que tu es chez toi. Et cela fait longtemps, très longtemps que tu n'as pas fait le ménage. Alors tu te mets un coup de pied au derrière et tu nettoies tout en grand. Et pour terminer, tu t'armes d'un chiffon et tu t'attaques aux fenêtres. Et là, que la lumière soit. Par la fenêtre maintenant propre, l'ensemble de ta maison te semble neuve, comme si tu y entrais pour la première fois. Le recouvrement, c'est ça. Partant du principe que toute œuvre fictive est plus ou moins lointainement inspirée de notre bonne vieille terre, puisque bon, c'est la seule référence qu'on a, les littératures et œuvres de l'imaginaire ont cette fonction de nettoyage de notre regard sur le monde. Rêver à d'autres mondes nous permet de réenchanter notre vision du nôtre, de continuer à le redécouvrir et à s'en émerveiller plutôt que de s'en blaser. Continuer à l'aimer. Et peut-être même, en tout cas c'est vrai pour moi, à utiliser cette force d'imagination, cette capacité à rêver et à créer toute autre chose, pour lutter contre le désenchantement, et donc s'appliquer à ne pas sombrer dans le désespoir et l'abandon,
Lutter contre celles qui veulent faire de notre monde uniquement un lieu de mocheté, de mesquinerie et de banalité. Alors vas-y, ami, donne-toi un coup de pied au derrière, fais un grand ménage et nettoie-moi ces fenêtres. Vous revoilà de nouveau dans votre salon. L'odeur de chien mouillé qui se dégage de vous emplit la pièce. Mais il fait quand même chaud, le poêle tire ce qu'il peut pour vous réchauffer et vous sécher. Et si ce que le poêle ne réchauffe pas, le whisky le réchauffe. Bon, maintenant, il va falloir que demain, on la joue calme. Herman, c'est un ami. Il peut vraiment nous aider, il peut vraiment nous apprendre des choses. Je suis totalement d'accord. Herman nous a quand même bien sauvé la mise. On va déjà bien s'habiller. Moi, je vais retirer cette barbe que j'ai depuis au moins 6 mois. Au moins méconnaissable. Parfait. Prends pas de risque. J'aurai pas le temps de me faire pousser une barbe d'ici demain. J'ai un flashback. J'ai 12 ans. J'entre dans la salle principale de ce restaurant. La lumière est tamisée. L'ambiance est sympa. Les gens parlent à voix basse. Quelque chose de très chic. Mon père vient régulièrement ici. C'est pas la première fois que je viens. Il prend toujours la même table. Au fond, à droite, la table ronde tout au bout. Très bien. Lou. Papa a un rendez-vous important, mais tu sais, parfois les grandes personnes s'énervent. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Bien. Si par exemple, une grande personne s'énerve très fort dans le restaurant et que tu aperçois un fusil, un pistolet ou un reflet métallique, écoute-moi bien, je veux que tu décampes immédiatement. Là, tu prends la table qui est derrière là-bas, la table numéro 6. Pas celle près des toilettes, l'autre. Juste derrière, tu verras, si tu pousses sur le mur, ça va s'ouvrir et tu pourras sortir très vite. Je veux que tu fasses exactement ça. Et ensuite, tu vas dans la rue, tu trouves un coin tranquille et tu te caches. Est-ce que c'est bien compris, Lou? Oui, c'est compris, papa. Très bien. Bon. Et maintenant, tiens-toi bien et je te prie de te rappeler comment on se sert des couverts. C'est dans l'ordre depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur. C'est quand même très simple. Oui, nous commanderons 2 veloutés. Fin du flashback, retour au présent. Est-ce que vous faites quelque chose d'ici le lendemain soir? Je me lave. Ils ont des choses, voilà, un peu plus élaborées. Vous lavez, vous changez, vous mangez, vous buvez, d'accord. Est-ce qu'on a des habits corrects? Non. Va peut-être falloir qu'on ait des habits corrects pour aller là-bas, non? Je voudrais pas les insulter. Vous en avez pas pris avec vous? Je crois que j'en ai jamais vraiment eu. Enfin, on était partis comme nous, quoi. Oui, on est d'accord. Bon, vous bougez pas, je vais passer un coup de fil à ma tante. Je pense qu'elle pourra nous aider. Je reviens. Donc, Lou, tu te rends vers une cabine téléphonique, un quarter dans le biglophone, et tu composes le numéro de ta tante, qui est ravie de t'avoir au téléphone. Oh, ma petite chérie! Mais alors, tu ne t'inquiètes plus de ta vieille tante? Je suis désolée, mais ça a été un peu mouvementé ces derniers temps. Ah, c'est bien, tu es jeune, il faut avoir une vie mouvementée quand on est jeune. Ah, ça en tout cas, je peux te promettre que je m'ennuie pas. Ça va? Oui, ça va parfaitement. Oh là là, j'ai reçu ton père hier, il m'a encore fait un discours comme quoi tu n'étais pas fréquentable, qu'il fallait te déshériter, et ainsi de suite. Bon alors, je lui ai envoyé mon verre à la figure, je lui ai rappelé que c'était moi qui disposais de l'argent de la famille, et je lui ai renvoyé l'éco presto chez lui. Merci Tati, c'est sympa. Dis, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service Tout ce que tu veux, ma petite chérie. Est-ce que ça va embêter ton père? Très probablement. Tout ce que tu veux, ma petite chérie. Alors, en fait, je suis invitée au resto demain soir. Et, c'est un homme? Oh, c'est une femme. Alors, pour tout te dire, Tati, c'est 2 hommes. C'est 2 hommes? Voilà.
Et du coup, il faudrait... En fait, on est... Un instant. Herbert, amenez-moi un remontant. Je t'écoute, ma chérie. En fait, on est un peu... je suis un peu à court d'argent en ce moment et du coup, on aurait besoin de tenue correcte. On va chez Étienne et je voudrais pas qu'on se fasse trop remarquer, quoi. Étienne, j'aime cet endroit. Tu sais que son grand-père venait de France. Oui, je sais, tu m'en as déjà parlé. Eh oui. Son papa était un homme charmant. Du coup, est-ce que tu penses que ce serait possible de nous trouver 2 costumes pour hommes et une robe pour moi? Bien sûr, à une condition, ma petite chérie. Dis-moi tout. Il faut que tu me les présentes, ces vilains garçons. Alors, je te propose une chose. Tu nous prépares tout ça. Et demain, on arrive aux alentours de 20h pour que je te les présente et qu'on s'habille. Oh, mais avec plaisir. Oh, je sens que ça va être affrilant. Herbert, sortez les vêtements de feu, mon mari. Je voulais les brûler, de toute façon. Et Tati, prévois du whisky aussi. Écoute, je suis peut-être une bourgeoise, mais je reste une Irlandaise. Donc la journée se passe, désespérément lentement pour vous, entre attente, ennui et évidemment cette petite fine couche de paranoïa qui vous fait surveiller la fenêtre à intervalles peut-être un peu trop réguliers. Mais le lendemain, le ciel s'est dégagé et vous contemplez depuis les hauteurs de Mulberry Hills le coucher de soleil, là-bas sur l'océan, avant d'entrer dans la grande, immense maison de style colonial de Madame O'Donnell. Lorsque vous tirez le cordon à l'entrée, un ding-dong des plus chics résonne dans toute la maison et un majordome noir en livrée complète vous accueille. C'est Herbert, le majordome de ta tante, Lou. Et une dame arrive. Comment la décrire autrement qu'une dame? C'est d'abord une odeur de parfum capiteux et elle fait une entrée. Vous savez, elle descend ce grand escalier qu'il y a dans tous les halls de ces grandes maisons chics avec une robe qui fait des froufrous à chaque marche. Elle dit « Oh, vous voilà, je suis Priscilla O'Donnell, la grand-tatie de la petite Lou. » Ces messieurs sont, dit-elle en vous tendant une main un peu trop maquillée. Declan Murphy. Et je lui fais un baise-main dans toutes les règles de l'art sans que les lèvres touchent la paume. Dit-elle. Tom O'Meara, enchanté. Je lui serre la main. Oh, elle a de la poigne. Et tu vois que de temps à autre, elle te fait une petite tape un peu caressante sur les pectoraux. Oh, ils sont tels que tu me les as décrits, ma petite Lou. Passons au salon. Nous avons des essayages à faire, paraît-il. Herbert, amenez les habits. Je vous avais prévenu. Elle nous a prévu 2 heures d'essayage, là. 2 heures. Il est loin, le... Mais il faut faire attention que tout soit bien assorti, Tom. Vous entrez dans un salon qui, pour Tom et Declan, est à lui seul plus grand que toutes les maisons dans lesquelles vous avez habité. Et il y a là des portants avec divers habits masculins et féminins. Sur une petite desserte, sur votre droite, vous êtes surveillé par Salomon, le chat de ta tante. Un chat noir aux grands yeux verts qui vous regarde avec cet air parfaitement hautain qui vous fait vous sentir immédiatement pas chez vous. Faites pas attention, c'est Salomon. Non, il est possédé par le diable, mais pour de vrai. C'est pour ça que je l'attends. Allons-y les piou-piou, allons-y. On va bien s'amuser. Alors, vous voulez plutôt du smoking ou juste un habit mi-chic, mi-décontracté? Vers où va la mode en ce moment? Écoute, les pantalons sont de taille plus basse, on les met juste en dessous du nombril. Eh ben, partons là-dessus. Eh bien, soit. Alors, vous déshabillez devant la dame, messieurs? Certainement pas. Oui, allez. Alors, elle est délicieusement choquée. Tu vois que le majordome Herbert, qui ne dit pas un mot, mais n'en pense pas moins, est à 2 doigts d'aller chercher un tisonnier pour te sortir de la maison avec. Mais au bout de 2 heures d'essayage, réessayage, parce qu'évidemment, rien ne va jamais bien, vous êtes chic et pimpant. J'ai une question pendant que vous vous déshabillez devant la dame ou pas. Est-ce que vous êtes venu
habillé d'une autre manière? Avez-vous amené un peu de quincaillerie? Absolument pas. Non plus. Je me suis rasé, mais sinon. Pas plus. Tu as toujours ton J'ai vieux toujours mon pistolet fétiche. vieux revolver que je ne quitterai pas, quoi qu'il en soit. Très bien. Et donc, vous vous habillez et vous êtes juste en retard pour ne pas paraître d'avoir l'air trop à l'heure devant le restaurant chez Étienne. Vous entrez dans le restaurant et un serveur, enfin vous savez, il y a comme dans les restaurants américains une espèce de majordome là aussi qui a son petit pupitre et qui dit « Vous avez réservé Oui. Nous sommes attendus. Par qui donc ?» Maître Sloan. Oui, vous avez la table numéro 6. Parfait, merci beaucoup. Pour l'instant, on est dans l'oreille. Vous remarquez que c'est un vrai majordome de restaurant chic, c'est-à-dire qu'il accueille parfaitement Lou, et vous, il a déjà détecté que vous n'êtes pas de ce monde malgré votre habit. Et une subtile note de condescendance va dans toutes ces phrases. À la table, Maître Sloan est déjà là. Seul. Seul. Je regarde un petit peu autour de moi, voir s'il n'y a pas des gens un petit peu qui se sont arrêtés de regarder leur assiette pour nous regarder nous. Tu peux me faire un petit jet en utilisant, eh bien écoute, le talent que tu veux. C'est réussi. Tu notes une proportion assez élevée pour un restaurant situé dans cette zone de la ville de corps nus. Alors évidemment, ils sont pas très nombreux. Il y a quand même 2 possédés, une succube. Dans un restaurant, par rapport à la taille et le quartier, c'est beaucoup. Ils sont tous à des tables différentes. Je m'assois à la table de Maître Sloan. Je me suis permis de vous commander un petit apéritif. L'irlandaise, Parfait, merci. c'est du, comment dites-vous, cardu? Du cardu? Ah oui, Cardo. Carhu. Je maîtrise l'écriture, mais j'ai du mal avec les accents. Enfin, bref, buvez. Évidemment, vous êtes mes invités. Moi, je bois pas tout de suite. Non plus. Je pourrais avoir une tisane plutôt. Vous êtes au restaurant, vous commandez ce que vous voulez. Et notre ami, il arrive au dessert? Il n'arrivera pas, je vous ai dit, vous venez ici et je vous donnerai peut-être l'endroit où il se trouve. Il ne va pas sortir en public. Il est plus prudent que vous. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop le choix. Je comprends. Pendant cette journée, je me suis appliqué à le contacter pour savoir s'il désirait, lui, vous rencontrer. N'est-ce pas? Il est très curieux de connaître vos motivations. On veut en savoir plus sur l'ouverture. Pourquoi? Pour savoir si c'est vraiment nous qui l'avons fait. En quoi cela va changer quelque chose à votre situation? En quoi cela va permettre à Herman de sortir de la clandestinité? Parce que si on arrive à mettre au clair que on a été victime d'un coup monté, ceux qui ont monté ce coup vont devoir répondre de leurs actes. Et je pense que ce sont ces personnes qui en veulent à Herman. Mais quoi, c'est pas drôle? Écoutez, j'habite Even Arbor et pour tout dire, à votre terre, depuis 7 ans, et je sais d'ores et déjà que non, les gens responsables des complots ne répondent pas forcément de leurs actes. Eh bien, dans ce cas, maître, considérez que nous avons besoin de notre tranquillité d'esprit, que c'est une des choses qui sont nécessaires pour nous, de savoir ce qu'il s'est véritablement passé et ce dont nous sommes responsables ou non. Herman, de toute façon, nous a aidés, donc nous aimerions le voir pour éventuellement savoir s'il est possible que nous puissions l'aider en retour. Ah, Ceci est une chose qui est à part. Nous aimerions aussi, effectivement, lui poser des questions sur l'ouverture, puisqu'il semblerait qu'Herman ait été le premier à sortir. enfin, quelqu'un qui commence à poser les bases d'une négociation, car il semble que ça soit quelque chose de récurrent chez vous. Cela semble aller toujours dans un sens et le retour n'est jamais inclus dans vos demandes. Car, oui, Herman peut faire des choses pour vous, mais pouvez-vous faire des choses pour Herman? Ce sera à lui de nous le dire, je suppose. Je suis son représentant. Qu'est-ce qu'Herman veut qu'on fasse pour lui? Eh bien, Herman se demande si vous pouvez réellement faire quelque chose pour vous.
Ensuite, son message concernant votre question, qui, depuis les informations que j'ai eues depuis 24 heures, recoupe un message que vous a donné quelqu'un de très très haut placé, est de vous dire, avez-vous vraiment envie de le savoir ? Oui. Bien. Herman est prêt à vous rencontrer. Seulement, cela aura un coût. Un coût, non pas un service que vous allez rendre à Herman. Et là, ce n'est pas seulement son représentant qui vous parle, c'est le Séraphin. Plus jamais, quelles que soient les circonstances, qui que ce soit qui vous le demande, vous ne levez la main sur un corps nu. Plus jamais. Évidemment, nous exclurons ceux qui, manifestement, sont en train d'essayer de vous tuer des fois. Peut-être que si vous faites tabasser par un golem, personne ne vous en voudra de vous défendre. Seulement, les affaires comme la défunte Ophélia, c'est terminé. Nous sommes les seuls qui vous acceptons encore dans cette ville. Et votre cote baisse. Est-ce que cet accord comprend le possédé qui a pris possession du corps de Sue? Ce possédé était-il au courant de ce qu'il faisait en arrivant ? Ou est-il, comme nous tous, un réfugié à qui on a offert une porte de sortie ? C'est une question qu'on lui posera? Bien, déjà appliquez-vous bien à poser cette question avant de l'abattre. Très bien. L'invocatrice que vous avez assassinée n'était elle aussi qu'en mission, puisque c'est l'excuse que vous avez donnée pour le meurtre d'Ophélia. Méritait-elle d'apprendre à voler ainsi ? Lorsqu'on applique la vengeance, peut-être n'est-il bon de faire preuve d'un peu de discernement. Je suis d'accord avec vous. Enfin, j'aimerais apporter une réponse à une question que vous m'avez posée hier, ou plutôt répondre à une explication que vous avez donnée hier, Miss O'Donnell. Vous avez tué Ophélia sur ordre d'un asservi. Que croyez-vous que nous pensions d'eux ? Je ne pense pas que vous les portiez dans votre cœur. Non, Je pense que vous les craignez. non. Nous en avons une peur bleue, mais nous avons les mêmes rapports qu'eux, que je suppose tous les gentlemen de ce pays pensaient de leurs anciens maîtres esclavagistes lorsqu'ils ont conquis leur liberté. Eh bien, maître, si vous permettez, je vais vous donner ce qui me semble être non pas une excuse pour l'acte que nous avons commis, mais une explication. Monsieur Clay nous a menacés. Nous le craignons énormément. Et vous faites bien. Voilà. Mais ne pensez pas que cela joue en votre faveur auprès de mon peuple. Non, c'est pourquoi je vous dis que c'est une explication et non pas une excuse. Être la marionnette d'un asservi n'est pas une bonne chose. On se doute. Bien. Nous nous rendrons là où se trouve Herman après ce repas. Je vous invite à en profiter. Je bois. Eh bien, le repas se passe, et tandis que le dessert approche et qu'il est ponctué de l'une des spécialités du chef, quelque chose de très chic que vous autres Américains ne connaissez pas beaucoup, la fameuse tarte tatin de Monsieur Étienne, nous allons écouter la rubrique d'Aurélien, qui justement va nous parler de tarte. Une tarte. Une bonne tarte. À la pomme, aux poires, aux fruits rouges, au quetch, à la rhubarbe. Une bonne tarte. Alors je vous rassure, la tarte ne date pas de 1948. Non, les tartes, c'est du patrimoine. Surtout au pays de la fameuse American Pie. Et quand il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert, la moindre des choses, c'est de rester pour le manger. Mais après. Bien, l'invention d'aujourd'hui est liée à ce qu'on fait après avoir mangé la tarte. Dans les années 30, les étudiants américains, friands de tarte, avaient pris pour habitude de se lancer les plats après dégustation. William Frederick Morrison était l'un d'eux, et en 1948, il décida qu'il préférait lancer les plats sans avoir à manger la tarte au préalable. Car si une bonne tarte c'est bon, une mauvaise tarte, c'est mauvais.
Les premiers plats sans tarte de Morrison étaient en bakélite, bien rigide, bien solide, bien dangereuse. C'est comme ça les jouets dans les années 40. Depuis 1947, d'autres objets volants moins identifiés faisaient sensation. Et c'est tout naturellement que Morrison baptisa son disque volant le Pluto Planner. Mais dans la tête des étudiants américains, les tartes étaient toujours présentes, notamment celle de la Frisbee Pie Company. Et le disque volant de Morrison fut rebaptisé Frisbee. On changea le i final par un e pour éviter la copie parfaite et on attendit que la Frisbee Pie ait fait faillite pour être bien sûr de ne pas avoir de procès. À moins que ce ne soit un hommage, évidemment. En 1948, donc, les Frisbee commencent à voler. Et depuis, ils ont été mis sur orbite. Un simple disque. Pour les gosses. Le repas se termine, vous avez pris votre café et vous sortez du restaurant. À la décoration chic avec des photos de nombreuses personnalités, soit de personnalités américaines connues qui sont venues manger dans ce restaurant, soit des personnalités ou des gens que la famille du restaurateur, Étienne Naudin, a fréquenté. Ouais, je m'arrête devant pour regarder un petit peu les noms, les machins. Tu vois plusieurs choses. Toi que ton personnage appréciant de temps en temps un bon match de catch, tu remarques la photo d'un ancien champion du monde de lutte français, Paul Ponce, qui est dédicacé. En dessous, tu vois le titre « L'homme le plus fort du monde ». C'est un mec comme ça qu'il nous faudrait. Mais tu vois que c'est dédicacé à Louis Naudin, le grand-père du restaurateur. Lorsque vous sortez, une limousine vous attend. Mais pas n'importe quelle limousine, une vraie limousine, une voiture d'un luxe inouï. Pour tout vous dire, il s'agit d'une Rolls-Royce Ghost Silver. Déjà une voiture de collection à l'époque, quelque chose d'un chic incroyable, qui vaut à peu près l'ensemble de vos vies et plus. Vous auriez dû opter pour le smoking, les gars. Oui, mais ça allait pas avec mes chaussures. On est bien là, non? Elle est conduite par un golem que vous reconnaissez. C'est le même chauffeur qui vous avait accueilli à la sortie de Santa Esperanza. Et vous roulez peu de temps. En fait, vous grimpez un peu plus haut sur Mulberry Hills. On est vraiment pas loin de la maison familiale de la famille de Lou. Et vous arrivez dans une maison qui a un grand parc qui occupe presque une bonne partie du sommet. Évidemment, Lou, tu connais cette maison. C'est peut-être la seule maison qui rendait jaloux jusqu'à tes parents. D'autant plus jaloux qu'elle n'est pas occupée ni habitée par un humain. Du coup, je l'aime bien, cette maison. Le nom de son occupante, tu le connais. Héloïse Schiffen. C'est une succube. En gros, c'est la première succube à être devenue superstar. Elle a compris très vite ce que c'était que la société humaine du spectacle. Mais elle a fait une carrière cinématographique très brève, 1 ou 2 films maximum. Parce que c'est une femme intelligente, elle a vite compris qu'il valait mieux être productrice. Et c'est maintenant l'une des productrices les plus influentes du cinéma, se payant le luxe de même pas habiter Hollywood. Les gars, on va chez Madame Schiffen. La Madame Schiffen? La Madame Schiffen. C'est qui, Madame Schiffen? Toi, il va falloir que je te montre des films. Non, même toi, tu la connais. En fait, elle s'est fait un nom de manière très maligne. Elle est arrivée en 42. Dès 43, c'était l'une des grandes vedettes qui faisait le tour de tous les champs de bataille pour remonter le moral des troupes. Et qui a fait des films de propagande à la gloire des États-Unis dans la guerre du Pacifique notamment.
Pour tout vous dire, dans le monde d'Hollywood, c'est elle qui est dessinée sur l'avion qui lâche une bombe sur Hiroshima. On va chez Madame Chiffon. Quand je dirais ça à Tati. On dit qu'elle avait une relation avec Jean Gabin pendant la guerre. On va chez Madame Chiffon. Eh ben, c'est bon, on a compris. Lorsque vous arrivez, le golem vous ouvre, comme la dernière fois que vous avez eu affaire à lui. Quoi que vous disiez, il ne répond que par un hochement de tête. Et c'est lui qui vous accompagne jusqu'à la porte et ouvre. La maison semble plus ou moins déserte. Vous seriez attendu, comme chez Tatati, à être accueilli par un ou plusieurs valets, majordomes. Mais non, il n'y a personne. Et Maître Sloan vous guide à travers un dédale de chambres, de pièces. Vous passez près d'une piscine intérieure, jusqu'à arriver dans un petit salon où vous attend probablement, messieurs, la plus belle femme que vous ayez jamais vue de votre vie. En fait, Madame Chiffon est une succube un peu particulière. Je vous ai déjà dit que parmi les succubes, en gros, elles se divisaient en deux sortes. Celles qui ont une beauté ou un charme vénéneux auquel il est très difficile de résister, et celles qui, certes physiquement très avantageuses, ont surtout l'avantage de pouvoir changer de genre à leur guise. Madame Chiffon, c'est un peu entre les deux. Elle peut être n'importe quelle femme, mais elle est toujours somptueuse. Donc selon ses moments, ses humeurs et parfois ses films, elle a été blonde, brune, grande, petite, noire. Ferme la bouche, Dylan. Dis Clan. Dis... Bonjour, Madame Chiffon. Je tape dans le dos. Je vous jouerai bien la modestie, mais c'est pas comme si je n'avais pas l'habitude. Bonjour. Il est content de vous voir. Très bien, mais nous sommes là pour parler de choses sérieuses, pas de badinage. Donc, appelez-moi juste Héloïse et oublions tous les préliminaires conversations. Bien, Madame Chiffon. Pas de préliminaire, très bien. Bien, vous êtes ici pour rencontrer quelqu'un, donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Mais vous pouvez rester, hein. Mais j'y compte bien. Mais peut-être ne vous rendez-vous pas compte que, un peu comme vous, la personne qui vous venez rencontrer est bien plus importante que moi. Elle se lève et elle ouvre la porte et il y a Herman qui rentre. Ça va mes petits? Ah, Monsieur Herman. J'arrive. C'était compliqué de vous trouver. Hein. Monsieur Herman, je vous jure qu'on voulait pas pour Ophélia. Pour commencer, on n'était probablement pas en état la dernière fois de vous remercier correctement pour l'accueil que vous nous avez offert. Donc, merci. Vous nous avez sauvé la peau. Et désolé pour ce... J'imagine que c'est à cause de ça que votre bar est fermé. Oui, mais ça c'est pas grave. Enfin, c'est embêtant, mais c'est pas grave. On nous rouvrira un autre, ailleurs. Ce qui est dommage, c'est juste qu'il n'y ait pas un endroit où les miens puissent trouver refuge de temps à autre. Après, un bar, ça s'ouvre, ça se ferme. Bon. Paraît que vous avez des questions. C'est bien vous qui avez été le premier. Oui. Un surnom un peu idiot, mais oui, c'est moi qui ai franchi la porte le premier. D'ailleurs pour ça que c'est moi qui vous ai donné votre surnom. Mais vous nous avez vu ouvrir ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est nous qui avons tué tous ces gens ? Si je réponds à cette question, d'une manière ou d'une autre, vous allez vous en souvenir. Donc, je vais vous poser la question, clairement. Et je veux que vous preniez bien le temps d'y réfléchir. Voulez-vous vraiment que je réponde à cette question ? Prenez le temps d'y réfléchir. Le fait qu'il dise ça, moi, ça me donne encore plus envie. On sera plus jamais en paix, mais on l'est déjà pas maintenant. De toute façon, effectivement, on sera plus jamais en paix et quoi qu'il en soit, on ne trouvera jamais aucune réponse à rien. Là, on a la possibilité d'avoir une réponse, même si c'est pas beau à voir. On tourne en rond à chaque fois qu'on ouvre une porte, on nous en claque une autre à la figure. Là, on a quelqu'un qui est bienveillant et qui est prêt à nous donner une vérité. Mais est-ce qu'on va être prêt à en payer le prix ? On a été prêt à faire voler un avocat. Tu sais, Herman, notre vie, elle s'est arrêtée ce soir-là. Et tant qu'on n'en saura pas plus, on pourra jamais vraiment reprendre la suite.
quelle que soit cette suite. Aussi dur que ça puisse être, il faut qu'on sache. Ouais, c'est au point où on en est. Alors la réponse à votre question est oui. Flashback. Vous reposez le verre que vous avez pris chez Papa Toussaint, qui est en face de vous. Et Papa Toussaint vous regarde. Ça va ? Ah, pourquoi ça rire pas? Ouais, c'est un peu fort. Et vous? Oh, moi ça va très bien. Vous sentez que vous êtes engourdis déjà, tous les 4. C'est-à-dire que... Ouais, Tom le sent immédiatement. Dans ta tête, il y a une mécanique. Et merde, il nous a drogués. Il y avait quelque chose d'autre que du rhum dans ce verre? Oh, disons que chez moi, on appelle ça un rhum arrangé. On laisse mariner le rhum pendant longtemps avec diverses herbes. Je vais pour le prendre par le col. Ah oui, ta tête, le geste est très clair. Par contre, ta main reste désespérément collée avec un poids infini sur l'accoudoir du fauteuil dans lequel tu es. Je vais pour me jeter sur lui. Ça fait à peu près le même effet. Dans ta tête, le mouvement est beau. Mais tu restes affalé. Je m'affale dans le fauteuil. Et ça marche. Bravo, Declan. Et Papa Toussaint, il vous regarde et il a l'air souriant, mais un peu triste. Et là, il vous dit « Ok, vous êtes sans doute en train de vous dire que vous êtes fait avoir. Et en bonne partie, je ne pense pas que vous ayez tort. Mais je veux pas que ce qui va se passer se fasse sans votre consentement. Alors maintenant, j'aimerais juste vous dire un truc. Imaginez qu'il y a un endroit dans le monde où des gens sont retenus en otage, où ils sont réduits à l'état d'esclaves. À la base, on pourrait se dire « Non, c'est pas possible, pas de nos jours, on est presque au milieu du XXe siècle. » Évidemment, là, je vous parle pas de l'Allemagne. Rappelons que ce flashback se passe en 1941. Mais moi, j'ai eu la preuve et j'ai vu cet endroit. J'ai vu ces esclaves. Et j'ai trouvé qu'il y avait un moyen de les libérer. Et vous êtes un peu la clé de ça. Il y a des gens qui sont en prison et on peut les libérer. C'est exactement ça, Monsieur Murphy. Ah bah si je peux aider, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais le prix à payer sera lourd. Je vous rassure, pour moi aussi. Parce que, vous savez, vous n'êtes pas des gens nés de la dernière pluie. Vous savez que les employeurs qui sont derrière la mission qu'on vous a confiée, c'est pas des gens aimables. Moi, je les ai trouvés tout à fait cordiaux. Monsieur Murphy, vous savez que le chef du camp Kelly est une des plus belles ordures de votre ville, quand même. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous nous avez drogués, là? Et c'est qui ces mecs qu'on a libérés? Et c'était quoi qu'il y a dans le colis? Ah, le colis. Il le prend, le colis, il l'ouvre, et dedans, il y a des espèces de... Ça vous fait penser à des espèces de gris-gris, ce qu'il y a dedans. Des petites statuettes en os ou en bois, entourées de feuilles d'herbes séchées. Et elles se terminent toutes par une petite pointe, comme une espèce de toute petite dague. Quand je vous mettrai ça autour du cou, vous allez avoir vos plus profonds instincts animaux qui vont ressortir. Vous allez être pris d'une rage meurtrière sans précédent. J'aurai ouvert le coffre qui est derrière, là, qui contient de nombreuses armes. J'aurai fermé la porte du club. Et vous allez tuer tout le monde ici. Et ça va résonner loin et fort. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui attend. Vous allez ouvrir la serrure, il va tirer la porte. On va vous haïr pour ça. Vous allez vous haïr pour ça. Normalement, la drogue qui est dans le rhum fera qu'à un moment vous allez oublier tout ça. Et j'espère que vous ne vous rappellerez jamais de ce que vous allez faire ce soir. Sincèrement. Vous êtes en train de nous dire,
que Kelly a payé pour qu'on tue tout le monde. Non, ça c'est moi. Kelly et son petit protégé Gordon ont passé... Écoutez, je vais vous dire ça d'une manière qui va peut-être vous faire rire, mais pourtant c'est la meilleure analogie. Un pacte avec le diable pour que Gordon devienne maire de cette bonne ville. Et Gordon a su qu'il allait y avoir un prix derrière, mais il s'en fout. Kelly, lui, il va récolter énormément d'argent et sera l'homme qui tirera les ficelles. Et il sera plus puissant que les 9. Chers auditeurs et chers PJ, les 9 sont un groupement des 9 personnes les plus riches de la ville et plus gros chefs d'entreprise dont tout le monde sait qu'ils sont une espèce de mafia plus ou moins occulte qui dirige réellement la politique de Haven Harbor. Non, Gordon n'est pas au courant de ce que vous allez faire. Mais ça va vraiment les aider, tous ces esclaves? Je vous le promets du plus profond de mon âme. Tu ne peux pas accepter de tuer tout un bar pour libérer des gens qu'on ne connaît pas, sur la parole d'un homme qu'on ne connaît pas, qui vient de nous droguer. Je peux vous expliquer ça maintenant, et là, juste maintenant, vous n'allez pas comprendre. Si par malheur vous vous en souvenez plus tard, vous comprendrez à ce moment-là. Alors je vais vous expliquer, et vous n'allez pas me croire. Il existe une autre dimension que la nôtre. Je ne sais pas comment l'appeler. Franchement, j'appellerais bien ça le monde des esprits, mais voilà. Il se trouve que je suis une des rares personnes qui puisse communiquer avec les gens de l'autre côté. Et j'ai découvert que là-bas, il y avait un peuple d'esclaves. Et j'ai pu communiquer avec certaines personnes là-bas. On a trouvé un moyen d'ouvrir une porte entre notre monde et celui-ci pour les libérer. Et on est prêt à payer le prix pour ça. Il se trouve que Gordon, avec ses ambitions politiques, est prêt à n'importe quoi. Et comme je suis un médium réputé, et que j'ai pu lui prouver que j'avais de véritables pouvoirs, il a accepté un deal, sans se rendre compte du prix à payer parce qu'il ne se rend pas compte des enjeux. Donc je l'ai mis en contact avec quelqu'un. Mais pour que ce quelqu'un puisse l'aider, il faut ouvrir la porte. Papa Toussaint se lève et il s'approche de Declan. Monsieur Murphy, il prend l'amulette et il te pique juste au-dessus du cœur. Et le premier effet que ça a, c'est que ça annule presque instantanément l'effet de la drogue. Papa Toussaint, il prend immédiatement 3 pas en arrière. Et vous autres, vous le voyez, t'as une espèce d'urgence, une envie folle. C'est de leur faire la même chose. À tes camarades, aux 3 qui sont là. Je prends les amulettes et je les fais en file indienne. C'est bien ce qu'on fait, il faut le faire. Vous entendez un bruit qui vient comme de loin, mais vous le reconnaissez, c'est le bruit d'une serrure, d'un truc qui s'ouvre. Et dans une espèce de brouillard teinté de rouge, vous voyez un coffre rempli d'armes. Et une porte qui claque. Et de l'autre côté, il y a comme une musique qui devient pour vous extrêmement agressive. Et vous arrivez dans la grande salle du gate. Et les gens semblent également un peu ailleurs. Peut-être quelqu'un a mis des choses dans leur verre parce que vous pouvez aller jusqu'au centre de la salle de danse sans que personne ne remarque que vous avez des mitraillettes dans les mains. Et vous vous apercevez vite lorsque vous pressez la détente que c'est bon mais que c'est pas assez bon. Alors très vite vous passez à des armes de poing mais c'est pas assez bon. Alors vous prenez des armes blanches et là ça devient vraiment intéressant. Et c'est encore mieux à main nue. Jusqu'à ce que vous tombiez épuisé. Lorsque vous tombez épuisé, vous avez l'impression d'être aspiré dans un puits. Comme si quelque chose se déchirait. Et derrière, vous voyez une masse de gens qui sont humanoïdes mais pas humains. Et au tout premier rang, qui semble attendre, qui vous tend la main, il y a une forme bien plus massive.
Et alors qu'il commence à donner un grand geste vers ceux qui sont derrière, il y a comme une espèce d'ombre qui lui entoure une jambe et qui serre. Et dans un hurlement, il hurle à tout le monde. « Allez-y, c'est maintenant ou jamais !» Et c'est le blackout complet. Et ce sera la fin de ce 6e épisode de No More Mr. Nice Guy. Et pour partir sur une note un peu plus légère, nous allons écouter Ambre, notre réalisatrice, nous faire sa désormais célèbre rubrique musicale. On se voit dans un mois. Salut l'ami. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler voyage dans le temps, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Oui, je sais, vous allez me dire, c'est un peu ce qu'on fait déjà. Mais pour le morceau de cette émission, j'ai reçu une demande express de quelqu'un du staff. À vous de deviner qui. Ce que vous entendez, c'est du Delta Blues. On a déjà parlé blues, mais le Delta Blues c'est un style qui s'est développé dans la région du Delta du Mississippi. C'est d'ailleurs un des premiers styles à s'être développé. Cette chanson, When the Levee Breaks, est écrite par le couple Kansas Joe McCoy et Memphis Minnie en 1929 et parle de la grande crue du Mississippi de 1927 qui a causé de sacrés dégâts et une sacrée trouille aux populations en place. C'est amusant, non ? Imaginez un instant qu'un style de musique particulier se soit développé à Even Harbor suite au Jour des Cendres. Ce genre de procédé est tout à fait possible. Ça donnerait quelques morceaux de blues sur les cendres du ciel qui s'abattent sur la ville, un jazz endiablé sur une succube qui danse, ou encore une ballade un peu triste sur ce séraphin qui s'est retrouvé les ailes arrachées par des humains qui passaient par là. Enfin, on avait dit voyage dans le temps, donc cette chanson est aussi et surtout connue à notre époque pour sa reprise de Led Zeppelin en 1970. C'est comme ça que les chansons vivent. Et vous savez quoi ? Le nom de la série, No More Mr. Nice Guy, c'est aussi une chanson. Devinez donc de qui ? When the levee breaks, Mom, you got to move. I work on the levee, Mom, both night and day. I work on the levee, Mom, both night and day. The work so hard, keep the water away. I had a woman, she would do for me. I had a woman, she wouldn't do for me. I'm going back to my used to be. Oh, me no laughing, call me to weep and moan. If I mean no laughing, call me to weep and moan. Call me to leave my baby and my happy home. Merci de m'avoir prêté vos oreilles jusqu'au bout. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à noter, à commenter et surtout à partager. Vous trouverez en description bien sûr les sources et les crédits de cet épisode, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mon Patreon. Si vous désirez, pouvez vous permettre de soutenir ce podcast. On se retrouve très vite, et n'oubliez pas, rêver, c'est résister.